Quand Marcus est arrivé à la plantation Beaumont, en Caroline du Sud, personne n'a remarqué le regard calme qu'il posait sur les champs de coton qui s'étendaient à perte de vue. C'était l'été 1847 et le soleil tapait fort sur les terres rouges du Sud. Le convoi d'esclaves venait de Virginie, après 15 jours de marche enchaînés les uns aux autres. Marcus avait 23 ans et des mains étrangement douces pour quelqu'un qui avait passé sa vie dans les champs. Le contremaître Wilson l'a examiné comme on évalue du bétail. Marcus était mince, presque frêle, ce qui a fait grimacer Wilson. Un corps pareil ne tiendrait pas longtemps sous le soleil des champs. Mais le prix était bon, et la plantation avait besoin de bras après l'épidémie de fièvre jaune qui avait décimé un tiers de la main-d'œuvre l'année précédente. Ce que Wilson ne savait pas, c'est que Marcus venait d'une plantation spécialisée dans la production de miel en Virginie. Son ancien maître, un excentrique qui s'intéressait aux sciences naturelles, avait formé plusieurs esclaves à l'apiculture. Marcus avait passé 15 ans à travailler avec les abeilles. Il connaissait leurs habitudes, leurs cycles, leurs humeurs. Il savait comment les calmer, comment les exciter, comment les déplacer sans se faire piquer. Il avait développé avec elles une relation que peu d'hommes, blancs ou noirs, pouvaient comprendre. La plantation Beaumont comptait 350 esclaves répartis sur 1000 hectares. La grande maison, une bâtisse coloniale blanche à colonnes, dominait le domaine depuis une colline. C'était là que vivait la famille Beaumont. Nathaniel, le patriarche de 52 ans, son épouse Éléanore, leurs 3 fils adultes et leurs 2 filles. Une famille réputée pour sa cruauté, même parmi les planteurs du Sud, ce qui n'était pas peu dire à cette époque. Marcus a été assigné au champ, naturellement. Dès le premier jour, il a compris que cette plantation était différente de celle qu'il avait connue. Les coups de fouet y étaient quotidiens, les punitions arbitraires, la nourriture rare et de mauvaise qualité. Wilson prenait plaisir à humilier les esclaves, à inventer des fautes pour justifier les châtiments. Mais Marcus ne disait rien. Il travaillait en silence, courbé sur les rangs de coton, et observait. Ce qu'il observait surtout, c'étaient les abeilles sauvages qui butinaient dans les champs. Il remarquait leur trajectoire, identifiait les essaims qui nichaient dans les arbres morts en bordure de la plantation. Pendant les pauses, quand les autres esclaves s'effondraient d'épuisement à l'ombre, Marcus tournait la tête vers les bois et comptait les ruches sauvages. Il en avait déjà repéré 7 au bout de la première semaine. Le déclic est venu 3 mois après son arrivée. Un dimanche après-midi. Les esclaves avaient quelques heures de repos, et Marcus s'était aventuré près du ruisseau qui marquait la limite nord de la plantation. C'est là qu'il a découvert le vallon, un endroit caché par un bosquet de magnolias et de chênes, invisible depuis les chemins. Et dans ce vallon, il y avait des abeilles, des centaines de milliers d'abeilles. 8 ruches sauvages massives s'accrochaient aux branches des vieux chênes. Marcus est resté figé pendant plusieurs minutes, simplement à regarder. Les abeilles entraient et sortaient des ruches dans un ballet incessant, créant une musique sourde qui emplissait le vallon. C'était un trésor que personne d'autre sur la plantation n'avait remarqué. Les Blancs évitaient cet endroit à cause des abeilles, et les esclaves n'avaient pas le temps ni l'énergie de s'aventurer si loin. Marcus s'est assis sur une souche et a regardé les ruches pendant 1 heure. Son esprit tournait déjà, calculait, planifiait. Il savait comment manipuler ces créatures. Il savait comment les nourrir pour qu'elles se multiplient, comment diviser les essaims, comment les déplacer. Et surtout, il savait comment les transformer en armes. Cette nuit-là, couché sur le sol, en terre, battu de la case qu'il partageait avec 15 autres hommes, Marcus n'a pas dormi. Il pensait à l'incident qui s'était produit la semaine précédente. Wilson avait fouetté une jeune femme nommée Sarah parce qu'elle avait ralenti le rythme dans les champs. Enceinte de 6 mois, elle avait perdu son enfant le lendemain. Nathaniel Beaumont avait simplement haussé les épaules quand on lui avait rapporté la nouvelle. Un enfant de moins à nourrir, avait-il dit. Marcus avait regardé Sarah pleurer son bébé mort-né, et quelque chose s'était cassé en lui. Pas de manière explosive, pas avec des cris ou de la rage visible. Non, c'était une rupture froide, calculée. Il avait décidé ce jour-là que les Beaumont allaient payer, mais il fallait être patient, méthodique. Une révolte ouverte serait écrasée dans le sang. Il lui fallait une autre approche. Les abeilles étaient cette approche. Marcus a commencé discrètement. Chaque dimanche, il retournait au vallon. Il apportait avec lui de petits morceaux de bois récupérés ici et là, des lanières de tissu, de la corde tressée,
Lentement, sur plusieurs mois, il a construit des cadres rudimentaires qui pourraient servir de ruches transportables. C'était un travail délicat qui demandait une précision absolue. Les abeilles sont des créatures exigeantes, un cadre mal conçu, et elles refuseraient de s'y installer. Il a aussi commencé à nourrir les essaims sauvages. Il mélangeait du sucre volé à la cuisine avec de l'eau, créant un sirop qu'il déposait près des ruches. Les colonies ont grossi rapidement. En 6 mois, les 8 ruches originelles étaient devenues 14. Marcus les surveillait comme un général surveille ses troupes. Il notait mentalement la taille de chaque colonie, la santé de chaque reine, la productivité de chaque essaim. Pendant ce temps, il continuait sa routine dans les champs. Il se rendait invisible, ne causait jamais de problème, travaillait juste assez pour éviter le fouet, mais jamais assez pour attirer l'attention. Les contremaîtres l'oubliaient, ce qui était exactement ce qu'ils voulaient. Un esclave oublié est un esclave libre de manœuvrer. Marcus a aussi commencé à étudier la grande maison. Pendant les rares occasions où les esclaves devaient y apporter des récoltes ou effectuer des réparations, il observait tout. La disposition des pièces, les habitudes de la famille, les allées et venues des domestiques. Il a remarqué que la maison n'avait que 2 sorties principales, la porte d'entrée imposante avec son porche à colonnes et la porte de service à l'arrière qui donnait sur les cuisines. Les fenêtres du rez-de-chaussée étaient grandes et nombreuses, mais toutes équipées de volets en bois massif que la famille fermait pendant les tempêtes. Une particularité architecturale a particulièrement retenu son attention. La maison était construite selon le style créole, avec une large galerie couverte qui l'entourait sur 3 côtés. Cette galerie était soutenue par des colonnes et offrait de l'ombre pendant les chaleurs de l'été. Mais surtout, l'espace entre le toit de la galerie et le mur de la maison créait des recoins parfaits. Des endroits sombres et protégés où des ruches pourraient être installées sans être immédiatement visibles. L'idée finale lui est venue lors d'une nuit d'orage, quand le tonnerre faisait trembler les murs de la case. Marcus a vu la scène se dérouler dans son esprit avec une clarté parfaite. Les ruches installées tout autour de la maison, les Beaumont piégés à l'intérieur, incapables de sortir sans affronter des milliers d'abeilles furieuses. Ce ne serait pas un meurtre direct, rien qui pourrait être retracé jusqu'à lui. Ce serait simplement un accident de la nature, une infestation malheureuse. Mais pour que le plan fonctionne, il lui fallait beaucoup plus d'abeilles, beaucoup plus. Il lui fallait une armée. L'année 1848 a été dédiée à la multiplication des essaims. Marcus a développé des techniques qu'aucun apiculteur blanc de l'époque n'aurait osé tenter. Il divisait les colonies au moment précis où elles étaient sur le point d'essaimer naturellement, créant artificiellement de nouvelles ruches. Il introduisait de jeunes reines qu'il élevait lui-même, sélectionnant les lignées les plus agressives, les plus prolifiques. Le vallon est devenu son royaume secret. Les 14 ruches sont devenues 22, puis 35, puis 52. La quantité de miel produite aurait pu faire la fortune d'un apiculteur commercial, mais Marcus n'y touchait pas. Il laissait les abeilles garder leurs réserves, renforçant ainsi les colonies pour l'hiver. Il a aussi commencé à entraîner les abeilles, si on peut appeler ça ainsi. Il les exposait délibérément à des perturbations, secouant légèrement les ruches, puis les calmant avec de la fumée. Il voulait des colonies nerveuses, promptes à attaquer, mais assez disciplinées pour être déplacées quand nécessaire. C'était un équilibre délicat, et Marcus a été piqué des centaines de fois au cours de ce processus. Son corps avait développé une résistance au venin, mais chaque piqûre restait douloureuse. Un autre esclave a failli découvrir son secret en avril 1849. Un jeune homme nommé Thomas s'était aventuré près du vallon pendant une pause. Marcus l'a intercepté à temps, inventant une histoire sur des serpents venimeux qui nichaient dans la zone. Thomas, superstitieux comme beaucoup d'esclaves de l'époque qui mêlaient christianisme et croyances africaines, n'a pas insisté. Mais l'incident a rappelé à Marcus qu'il devait rester vigilant. La vraie difficulté était le transport. Comment déplacer 50 ruches pleines d'abeilles depuis le vallon jusqu'à la grande maison sans se faire remarquer? Marcus savait qu'il lui faudrait le faire en une seule nuit. Une opération militaire nécessitant une précision et un timing parfait. Il a commencé à préparer des cages de transport, tissées avec de l'osier et doublées de toile fine.
Chaque cage pouvait contenir une petite ruche et être portée sur le dos. Il lui fallait aussi choisir le bon moment. Un moment où les Beaumont seraient tous présents dans la grande maison, où le temps serait favorable, où les circonstances se prêteraient à son plan. Marcus attendait, patient comme les abeilles qui attendent le printemps. L'événement qui a précipité l'exécution du plan s'est produit en juillet 1849. Un esclave nommé Jacob, un homme de 40 ans qui travaillait à la plantation depuis l'enfance, a été accusé d'avoir volé une miche de pain dans la cuisine de la grande maison. La preuve était mince, basée uniquement sur le témoignage d'une domestique qui avait peut-être confondu Jacob avec quelqu'un d'autre. Mais Nathaniel Beaumont avait décidé de faire un exemple. Jacob a été attaché au poteau de flagellation dans la cour, devant tous les esclaves rassemblés de force. Wilson a manié le fouet personnellement, sous les yeux de toute la famille Beaumont qui regardait depuis le porche. 50 coups. Le dos de Jacob n'était plus qu'une masse sanguinolente quand c'était terminé. Il est mort 3 jours plus tard d'une infection, dans des souffrances atroces. Marcus a assisté à l'exécution sans broncher, mais ses mains tremblaient. Pas de peur, de rage. Cette nuit-là, il a pris sa décision. C'était le moment. Il n'attendrait plus. Les préparatifs ont pris 2 semaines. Marcus devait tout synchroniser parfaitement. Il a observé que les Beaumont organisaient un grand dîner, le premier samedi d'août, une tradition annuelle où ils invitaient les planteurs voisins. Tous les fils et les filles seraient présents. C'était l'occasion idéale. La maison serait pleine. Tout le monde serait distrait par les festivités. Marcus a aussi noté que la lune serait nouvelle cette nuit-là, offrant l'obscurité maximale pour ses mouvements. Les conditions météorologiques étaient favorables, une période de chaleur stable, sans risque d'orage, qui pourrait perturber les abeilles. Il a commencé à déplacer les ruches du vallon vers des positions intermédiaires, plus proches de la grande maison. Il travaillait exclusivement la nuit, après que les contremaîtres se soient retirés, profitant du fait que les abeilles sont moins actives dans l'obscurité. Chaque ruche était transportée avec une délicatesse extrême, enveloppée dans de la toile pour étouffer le bourdonnement, puis cachée dans des buissons ou sous des bâches à différents points autour de la grande maison. Marcus avait divisé la zone en sections. Il placerait 15 ruches sur le côté de la maison, 15 sur le côté ouest, 10 à l'avant près du porche principal et 10 à l'arrière près des cuisines. Les ruches seraient installées dans les recoins de la galerie, sous les avant-toits, dans les espaces entre les colonnes. Partout où il y avait de l'ombre et de la protection. Le samedi 4 août 1849, la plantation Beaumont bourdonnait d'activité. Les esclaves avaient passé la semaine à préparer le grand dîner. Les cuisines produisaient des quantités impressionnantes de nourriture, des cochons rôtis, des dindes, des gâteaux, des tartes. Les domestiques couraient dans tous les sens, cirant les parquets, polissant l'argenterie, arrangeant des bouquets de fleurs fraîches dans chaque pièce. Les invités ont commencé à arriver en fin d'après-midi. Des calèches élégantes remontaient l'allée principale, déposant des hommes en costume et des femmes en robe à crinoline. Marcus les observait depuis les champs, comptant mentalement. 23 personnes au total, plus la famille Beaumont, tous rassemblés dans la grande maison. Le dîner a commencé à 8 heures. Marcus pouvait voir les lumières des chandeliers qui illuminaient les fenêtres, entendre le son des rires et de la musique qui portait dans la nuit chaude. Les esclaves domestiques allaient et venaient, servant les plats, remplissant les verres. Personne ne faisait attention à un esclave des champs qui se tenait dans l'ombre, parfaitement immobile. À 10 heures, Marcus a commencé. Il avait choisi 3 autres esclaves pour l'aider, des hommes en qui il avait confiance et qui avaient leur propre raison de haïr les Beaumont. Il ne leur avait pas expliqué le plan complet, seulement qu'il devait l'aider à transporter des caisses autour de la maison. Dans l'obscurité, il ne verrait pas ce que contenaient vraiment les caisses. La première ruche a été installée sous l'avant-toit du côté est. Marcus l'a fixée solidement avec des cordes, puis a délicatement retiré la toile qui l'enveloppait. Les abeilles, perturbées par le déplacement, commençaient à s'agiter. Il a rapidement utilisé un peu de fumée pour les calmer, juste assez pour qu'elles se rendorment sans créer trop de perturbations. Une par une, les ruches ont été mises en place. Le travail était lent, méticuleux. Chaque installation prenait 15 minutes. Marcus transpirait abondamment, pas à cause de l'effort physique, mais de la tension. Un faux pas, une ruche qui tombe, et tout serait compromis. Les cris des abeilles alerteraient la maison. Le plan échouerait. Minuit est passé, puis 1 heure.
Le dîner à l'intérieur touchait à sa fin. Marcus pouvait entendre les invités commencer à prendre congé, les remerciements et les au revoir échangés. Mais personne ne sortait encore. Les voitures attendaient dans l'allée, mais la tradition voulait qu'on prenne un dernier verre sur le porche, qu'on fume un cigare en admirant la nuit étoilée. 2 heures du matin. 47 ruches s'installaient, il en restait 3. Marcus travaillait maintenant seul, ayant renvoyé ses assistants qui commençaient à poser trop de questions. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il fixait l'avant-dernière ruche près de la porte de service. Les abeilles à l'intérieur bourdonnaient furieusement, sentant la nervosité de leur manipulateur. La dernière ruche devait aller juste au-dessus de la porte principale, dans un recoin parfait, sous le toit du porche. C'était la position la plus dangereuse, la plus visible. Marcus a dû grimper sur une des colonnes, la ruche attachée sur son dos. Chaque mouvement devait être calculé, silencieux, un bruit, et quelqu'un à l'intérieur pourrait regarder par la fenêtre. Il a réussi. À 2h30 du matin, les 50 ruches étaient en place. Marcus est descendu de la colonne, a reculé de quelques pas et a contemplé son œuvre. Dans l'obscurité, les ruches étaient presque invisibles, fondues dans l'architecture de la maison. Mais au lever du soleil, quand les abeilles se réveilleraient et commenceraient leur activité quotidienne, la grande maison serait transformée en forteresse infranchissable. Marcus a rejoint sa case et s'est allongé, mais sans dormir. Il écoutait la nuit, attendait le lever du jour. Son cœur battait calmement. Il n'y avait plus de retour en arrière possible maintenant. Les dés étaient jetés. L'aube s'est levée claire et chaude, promettant une autre journée étouffante d'été sudiste. Les premiers rayons du soleil ont touché le toit de la grande maison vers 6 heures. C'est à ce moment que les abeilles se sont réveillées. 50 ruches, contenant chacune entre 20 000 et 40 000 abeilles. Plus d'1,5 million d'insectes qui sortaient simultanément de leurs abris, prêts à commencer leur journée de travail. Le bourdonnement était assourdissant, un grondement sourd qui résonnait dans l'air matinal. À l'intérieur de la maison, Éléanore Beaumont a été la première à entendre le bruit. Elle s'est réveillée dans sa chambre au premier étage, désorientée par ce son inhabituel. D'abord, elle a pensé à un orage lointain, mais le ciel était parfaitement dégagé. Puis elle a réalisé que le bruit venait de partout à la fois. Des murs eux-mêmes, semblait-il. Elle a marché jusqu'à la fenêtre et a ouvert les volets. Ce qu'elle a vu l'a fait reculer avec un cri étouffé. Des abeilles. Des milliers d'abeilles qui volaient devant sa fenêtre dans un nuage dense et tourbillonnant. Elle voyait les ruches maintenant, accrochées sous l'avant-toit, à peine à 2 mètres de sa fenêtre. Comment étaient-elles arrivées là? Éléanore a couru, réveiller son mari. Nathaniel a d'abord refusé de la croire, mais quand il a regardé par sa propre fenêtre, il est devenu livide. Son fils aîné, Charles, a été appelé, puis le deuxième fils, William. Bientôt, toute la famille était réveillée, allant de fenêtre en fenêtre, découvrant avec horreur que la maison était complètement encerclée. Nathaniel a ordonné qu'on ouvre la porte principale pour évaluer la situation. Le majordome, un vieil esclave nommé Samuel, qui servait la famille depuis 30 ans, a prudemment tourné la poignée et entrebâillé la porte. Un torrent d'abeilles s'est immédiatement engouffré dans l'ouverture. Samuel a hurlé, refermant violemment la porte, mais pas avant que plusieurs dizaines d'abeilles soient entrées dans le hall. Le chaos s'est installé. Les femmes couraient dans tous les sens en criant. Les hommes essayaient d'écraser les abeilles avec tout ce qui leur tombait sous la main. Plusieurs personnes ont été piquées avant que les dernières abeilles intruses ne soient tuées. La joue d'Éléanore gonflait déjà, rouge et douloureuse. Nathaniel a essayé la porte de service. Même résultat. Dès que la porte s'ouvrait, les abeilles entraient en masse, attirées par la lumière et l'air frais de l'intérieur. Les fenêtres étaient impraticables, elles aussi. Chaque ouverture donnait sur un mur vivant d'insectes furieux. La famille Beaumont était piégée. La matinée a été un cauchemar de confusion et de panique croissante. Nathaniel a d'abord refusé d'accepter la gravité de la situation. Il vociférait des ordres contradictoires, exigeant qu'on trouve une solution, qu'on appelle les contremaîtres. Mais comment appeler quelqu'un quand on ne peut pas sortir? Comment même communiquer avec l'extérieur? Wilson, le contremaître, avait remarqué l'agitation inhabituelle autour de la grande maison dès son réveil. Il s'était approché pour enquêter et avait été accueilli par un spectacle qu'il n'oublierait jamais.
La maison semblait vivante, vibrant sous le mouvement de millions d'ailes. Il avait essayé de se rapprocher, mais avait été immédiatement attaqué. 3 piqûres au visage l'avaient fait fuir en courant. Les autres esclaves observaient depuis une distance respectueuse. Marcus se tenait parmi eux, le visage soigneusement neutre. Personne ne comprenait ce qui se passait. Comment toutes ces ruches étaient-elles apparues en une seule nuit? C'était impossible. Certains esclaves murmuraient que c'était un signe de Dieu, une punition divine contre les Beaumont. D'autres pensaient à de la magie, du vaudou peut-être. À l'intérieur de la maison, la réalité de leur situation commençait à s'imposer. Ils avaient de la nourriture, certes. Les restes du grand dîner remplissaient encore le garde-manger. Mais combien de temps cela durait-il? Et l'eau? Les réserves d'eau potable dans la maison étaient limitées. La citerne principale était à l'extérieur, près des cuisines. Le fils cadet, Thomas, a suggéré d'attendre simplement que les abeilles partent. Elles finiraient bien par s'en aller, n'est-ce pas? Mais Nathaniel, qui avait des notions rudimentaires d'apiculture, savait que non. Ces abeilles avaient construit leur ruche ici. C'était leur maison maintenant. Elles ne partiraient pas, sauf si on les y forçait. Charles a proposé le feu. Brûler les ruches avec des torches lancées depuis les fenêtres. Mais comment faire sans mettre le feu à la maison elle-même? Les ruches étaient trop proches des murs, du toit. Une seule flamme mal contrôlée, et toute la bâtisse pourrait s'embraser avec eux dedans. Éléanore pleurait doucement dans son salon, tenant un linge mouillé contre sa joue enflée. Ses filles, Margaret et Anne, essayaient de la consoler, mais elles étaient elles-mêmes terrifiées. Anne n'avait que 16 ans. Elle n'avait jamais connu autre chose que le luxe et le confort de cette maison. L'idée d'être prisonnière ici, piégée par des insectes, dépassait son entendement. L'après-midi est arrivé, apportant avec lui la chaleur étouffante. Les volets fermés empêchaient l'air de circuler. La maison devenait un four. La famille a commencé à transpirer abondamment, cherchant en vain un peu de fraîcheur. Ils ont ouvert les volets intérieurs, mais pas les volets extérieurs, qui les protégeaient des abeilles. La lumière entrait par les fentes, créant des rayons poussiéreux dans lesquels on pouvait voir les ombres des abeilles qui volaient dehors. Le premier vrai moment de terreur est venu quand Thomas, désespéré par la chaleur, a décidé d'ouvrir une fenêtre malgré les avertissements. Il pensait pouvoir le faire rapidement, juste pour laisser entrer un peu d'air, puis la refermer. Il a tourné la poignée, a poussé le volet extérieur. Les abeilles se sont ruées à l'intérieur comme une vague noire. Thomas a hurlé, essayant de refermer, mais les abeilles étaient déjà sur lui. Elles le recouvraient, piquaient frénétiquement. Son père et ses frères ont dû le tirer à l'intérieur, claquer le volet, puis passer 20 minutes à tuer les centaines d'abeilles qui étaient entrées. Thomas était couvert de piqûres. Son visage avait doublé de volume, ses yeux étaient presque fermés par l'enflure. Il respirait avec difficulté, sifflant. Éléanore s'est précipitée avec les remèdes de la maison. Du vinaigre, du bicarbonate de soude, tout ce qu'elle pouvait trouver pour soulager la douleur. Mais rien n'y faisait vraiment. Thomas gémissait, allongé sur le sofa du salon, tremblant de fièvre. La nuit est tombée, sans que personne ait trouvé de solution. La famille a mangé en silence les restes froids du dîner de la veille. Personne n'avait d'appétit. Ils se regardaient les uns les autres, voyant leur propre peur reflétée dans les yeux des autres. Pour la première fois de leur vie privilégiée, les Beaumont étaient impuissants. Le dimanche s'est levé avec un nouveau problème, l'eau, ou plutôt le manque d'eau. Les réserves dans la maison étaient presque épuisées. Il restait peut-être 5 litres, pas plus, pour 9 personnes, en pleine canicule d'août. Nathaniel a rassemblé ses fils pour un conseil de guerre. Ils devaient trouver une solution, et vite. La déshydratation les tuerait en quelques jours. Charles a suggéré de tenter une sortie en courant, protégée par des couvertures épaisses. Atteindre la citerne, remplir des seaux, revenir. Ça ne devrait pas prendre plus de 2 minutes. William, le plus prudent des 3 frères, a fait remarquer que 2 minutes sous l'assaut de milliers d'abeilles seraient mortelles. Aucun tissu n'était assez épais pour les arrêter complètement. Ils trouveraient un moyen de piquer à travers. Et puis, il y avait le problème du retour. Comment ouvrir la porte avec les bras chargés de seaux? Comment entrer sans laisser les abeilles envahir la maison? La discussion tournait en rond. Chaque solution proposée se heurtait à un obstacle insurmontable. Pendant ce temps, dehors,
Wilson tentait d'organiser une opération de sauvetage. Il avait rassemblé une équipe d'esclaves, les avait équipés de vêtements épais, de voiles d'apiculteurs improvisés. L'idée était de s'approcher avec de la fumée, beaucoup de fumée, pour calmer les abeilles temporairement. Marcus observait les préparatifs avec intérêt. Il savait que ça ne marcherait pas. La fumée pourrait calmer 1 ou 2 ruches, peut-être même 5 ou 6, mais 50, impossible. Les abeilles seraient désorientées, certes, mais aussi rendues plus agressives par la perturbation massive, et Wilson ne savait pas utiliser la fumée correctement. Il en mettrait trop, ou pas assez, au mauvais moment. L'assaut a commencé vers midi. 6 hommes, Wilson en tête, avançaient vers la maison avec des torches qui produisaient une fumée épaisse. Ils se sont approchés à 10 mètres, puis 5. Les abeilles réagissaient, leur bourdonnement montait en intensité. Puis, quand les hommes ont atteint la galerie, l'enfer s'est déchaîné. Les abeilles les ont attaqués en masse. Les voiles d'apiculteurs improvisés, mal fixés, se sont révélées inutiles. Les insectes trouvaient les moindres ouvertures, se glissaient sous les tissus. Les cris des hommes ont retenti dans toute la plantation. Ils battaient en retraite en courant, abandonnant leurs torches, se griffant le visage pour arracher les abeilles. 2 hommes se sont effondrés avant d'atteindre la sécurité, recouverts d'abeilles. Il a fallu les traîner loin de la maison, les plonger dans le ruisseau pour noyer les insectes qui les couvraient encore. Tous les 6 ont survécu, mais ils ressemblaient à des monstres. Leurs visages et leurs mains étaient méconnaissables, enflés comme des ballons. L'un d'eux, un jeune homme nommé Peter, est resté aveugle pendant 1 semaine, ses paupières tellement gonflées qu'elles ne pouvaient plus s'ouvrir. À l'intérieur de la maison, la famille avait tout vu. Ils avaient entendu les cris, vu la retraite désastreuse. Leurs derniers espoirs de sauvetage rapide venaient de s'envoler. Eleanor s'est mise à pleurer ouvertement. Anne l'a imitée, puis Margaret. Les hommes restaient silencieux, les mâchoires serrées, refusant de montrer leur désespoir. L'après-midi s'est traîné dans une chaleur suffocante. Ils ont rationné l'eau restante. 1 verre par personne, c'était tout. Les langues étaient sèches, les lèvres craquelées. Thomas, toujours fiévreux de ses piqûres de la veille, délirait doucement dans un coin, demandant de l'eau qu'on ne pouvait lui donner. La nuit suivante a été la pire jusqu'à présent. L'obscurité apportait un peu de fraîcheur, mais aussi l'impossibilité de voir ce qui se passait dehors. Les abeilles étaient-elles moins actives la nuit? Pourrait-il tenter une sortie? Nathaniel a longuement considéré l'option, mais a finalement décidé que non, trop risqué. Il ne pouvait pas se permettre une autre tentative ratée. Le lundi matin, il n'y avait plus d'eau du tout. Les 9 personnes à l'intérieur de la maison souffraient de déshydratation. Ils avaient les yeux enfoncés, la peau terne, des maux de tête lancinants. Thomas était inconscient, sa respiration irrégulière. Eleanor présentait les premiers signes d'un choc anaphylactique différé, son corps réagissant tardivement au venin des piqûres qu'elle avait reçues le premier jour. Nathaniel a pris une décision. Il devait tenter quelque chose, n'importe quoi. Il a ordonné qu'on rassemble tous les draps et couvertures de la maison. L'idée était de créer une sorte de tunnel, une protection temporaire qui leur permettrait d'atteindre la porte. Une fois dehors, ils couraient vers l'écurie, où ils pourraient se barricader et où, au moins, il y avait un puits. C'était un plan désespéré, mais c'était un plan. Charles et William ont commencé à attacher les draps ensemble, créant une longue toile. Nathaniel a examiné la porte principale, calculant la distance jusqu'à l'écurie. 50 mètres, peut-être 60. Pouvait-il courir si loin sous l'assaut des abeilles? Pendant ce temps, dehors, une certaine routine s'était installée parmi les esclaves. Wilson avait interdit toute nouvelle tentative d'approche de la maison. Il avait envoyé un cavalier à la ville la plus proche, chercher de l'aide. Peut-être qu'un véritable apiculteur professionnel saurait quoi faire. Mais la ville était à 2 jours de cheval. Le messager ne serait pas de retour avant mercredi au plus tôt. Marcus continuait son travail dans les champs comme si de rien n'était. Il arrachait les mauvaises herbes, inspectait les plants de coton, évitait soigneusement de regarder vers la grande maison trop souvent. Mais intérieurement, il comptait les heures. Combien de temps avant que la soif ne devienne insupportable? Combien de temps avant que les Beaumont ne soient forcés de faire des choix impossibles? L'après-midi du 3e jour, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un groupe de voisins, ayant entendu parler de la situation, est arrivé à la plantation.
Ils amenaient avec eux du matériel, des combinaisons épaisses, des voiles professionnelles, des enfumoirs puissants. Ils étaient 7 hommes, tous planteurs eux-mêmes, venus aider l'un des leurs dans cette crise extraordinaire. Leur plan était simple mais audacieux. Ils allaient enfumer les ruches une par une, méthodiquement, puis les décrocher et les jeter loin de la maison. Cela prendrait du temps, peut-être toute la journée, mais c'était faisable. Ils avaient apporté assez d'équipements pour se protéger. L'opération a commencé vers 3 heures. Les 7 hommes, équipés comme des chevaliers partant au combat, se sont approchés de la maison. Ils ont commencé par le côté haie, avec prudence. Le premier homme a dirigé un jet de fumée dense vers la ruche la plus basse. Les abeilles ont immédiatement réagi, leur bourdonnement devenant rageur. Mais la fumée les désorientait, les calmait partiellement. Le deuxième homme s'est avancé avec une longue perche, essayant de décrocher la ruche. Elle était solidement attachée. Il a dû tirer fort, secouer. La ruche est finalement tombée, se brisant sur le sol dans une explosion d'abeilles furieuses. Les hommes ont reculé précipitamment, tandis que des milliers d'insectes tourbillonnaient autour d'eux, cherchant à se venger de cette agression. Une ruche de retirée. 49 restantes. Ils sont passés à la deuxième. Même processus. La fumée, la perche, la chute. Mais cette fois, quelque chose a mal tourné. Un des hommes a glissé en reculant et tombé. Les abeilles l'ont immédiatement recouvert. Ses compagnons ont dû le traîner en sécurité, chassant frénétiquement les insectes. L'homme était en état de choc, couvert de piqûres malgré son équipement protecteur. Les 6 restants ont regardé la maison, puis se sont regardés entre eux. Ils venaient de passer 1 heure à retirer 2 ruches, il en restait 48. À ce rythme, ils en auraient pour des jours, et ils perdaient déjà des hommes. C'était impossible. Le chef du groupe, un homme nommé Caldwell, a pris la décision d'abandonner. C'était trop dangereux, ils allaient devoir trouver une autre solution, peut-être attendre l'hiver. Quand le froid viendrait, les abeilles seraient moins actives. Mais l'hiver était dans 4 mois. Les Beaumont n'avaient pas 4 mois. À l'intérieur de la maison, la famille avait suivi l'opération avec un espoir grandissant qui s'était transformé en désespoir quand ils avaient vu les hommes battre en retraite. Nathaniel a frappé le mur avec son poing, laissant une trace de sang. Sa main tremblait, pas de douleur mais de frustration impuissante. Ce soir-là, ils ont pris une décision radicale. Ils boiraient n'importe quel liquide disponible dans la maison. Le vin, d'abord. Il y avait plusieurs bouteilles dans la cave. Puis, le vinaigre. L'eau de cuisson des légumes conservés. N'importe quoi qui contenait du liquide. Ce n'était pas idéal. Le vin et le vinaigre les déshydrateraient davantage à long terme, mais à court terme, cela mouillait la bouche, donnait l'illusion du soulagement. Thomas gisait inconscient, son corps luttant contre 150 piqûres d'abeilles. Éléanore veillait à son chevet avec du vin dilué, tandis que le reste de la famille sombrait dans un état critique. 4 jours sans nourriture et presque sans eau les avaient réduits à communiquer par gestes, économisant chaque once d'énergie. Wilson maintenait une surveillance constante avec 2 esclaves postés en permanence. Les abeilles suivaient leur cycle imperturbable, sortant à l'aube pour butiner et rentrant au crépuscule. Marcus demanda alors la permission d'observer la situation, prétextant son expérience avec les abeilles. Il s'approcha seul jusqu'à 20 mètres de la maison. Les abeilles l'inspectèrent, mais le laissèrent tranquille, reconnaissant son calme et son absence de menace. Pendant 20 minutes, il fit semblant d'étudier la situation alors qu'en réalité, il admirait son œuvre. Les ruches prospéraient exactement comme prévu. Il retourna voir Wilson et déclara que rien ne pouvait être fait. Les colonies étaient trop établies, trop nombreuses. À l'intérieur, Nathaniel commençait à halluciner. Il voyait de l'eau couler des murs, entendait des ruisseaux. Charles dut le ramener à la réalité d'une gifle. Dans cet échange de regards, ils comprirent qu'ils allaient mourir lentement, misérablement, à quelques mètres de l'eau et de la nourriture. Margaret proposa alors l'impensable, qu'un membre de la famille se sacrifie pour créer une diversion permettant aux autres de fuir. Nathaniel rejeta violemment l'idée, mais le poison était dans l'esprit de tous. Qui serait sacrifié si nécessaire? Thomas mourut pendant la nuit, son cœur abandonné. Éléanore découvrit son corps froid au lever du jour et s'assit simplement à côté,
au-delà des larmes. Cette mort brisa quelque chose dans la famille. Ce n'était plus une aventure étrange, c'était mortel. La terreur pure remplaça la peur. Le messager revint avec Harrison, un apiculteur de 60 ans, fort de 40 années d'expérience. Il examina longuement la situation avant de rendre son verdict. C'est impossible. Les 50 ruches étaient trop nombreuses, trop bien placées. Toute tentative de les retirer déclencherait une réaction défensive suicidaire. Harrison ne proposa qu'une solution, brûler la maison pour créer assez de confusion et permettre aux occupants de s'échapper. Wilson cria cette option à Nathaniel. La réponse fut véhémente. Jamais. Cette maison construite par son grand-père représentait leur fortune, leur statut, leur identité. Harrison haussa les épaules. Dans ce cas, ils mourraient tous là-dedans. Il quitta la plantation, emportant le dernier espoir réel de sauvetage. La famille se désintégrait. Les filles pleuraient sans arrêt. Charles et William se disputaient. Nathaniel fixait les murs en silence. Eleanor priait de manière incohérente. Toutes les réserves liquides étaient épuisées. Leur langue gonflée empêchait presque la parole. Leurs yeux s'enfonçaient dans leurs orbites. Leur peau prenait une teinte cadavérique. Ce soir-là, Charles prit une décision désespérée. Il allait sortir, courir vers la citerne. Soit il réussissait, soit il mourait en agissant plutôt que de pourrir lentement. Il enfila tous les vêtements possibles, s'enroula dans des couvertures, attacha un foulard autour de sa tête. Ressemblant à une momie, il prit 2 seaux et ouvrit la porte. Les abeilles l'attaquèrent instantanément, comme un mur solide d'insectes furieux. Des milliers se jetèrent sur lui, perçant à travers les couvertures. Le bourdonnement couvrait ses cris. Aveuglé par le nuage d'abeilles, il trébucha, tomba, se releva. Les piqûres au visage brûlaient, comme du fer rouge. Il atteignit miraculeusement la citerne. Ses mains tremblantes laissèrent tomber un seau. Il remplit l'autre à moitié, puis se retourna, mais il était complètement aveugle. Les abeilles recouvraient entièrement ses yeux. Après 3 pas dans la mauvaise direction, il s'effondra. Le seau se renversa, l'eau précieuse s'écoulant dans la terre. Sa famille regardait horrifiée par les fentes des volets, incapable d'intervenir. 4 esclaves finirent par le secourir avec des couvertures mouillées et le traînèrent à l'infirmerie. Son visage n'était qu'une masse violacée, ses mains déformées 3 fois leur taille normale. Il délirait entre la vie et la mort. À l'intérieur, le désespoir devint total. Ils avaient vu l'échec de Charles. Il n'y avait aucun moyen de sortir vivant. Nathaniel rassembla les survivants dans le salon, mais ne put prononcer un mot, sa gorge trop sèche. Ils s'allongèrent sur le sol, trop faibles même pour monter les escaliers. La déshydratation extrême rendait le sommeil impossible. Anne fut la première à perdre complètement la raison. Elle riait de manière discordante, marchait en cercle, parlait à des fantômes. Elle se dirigea vers une fenêtre et commença à déchirer les volets avec ses ongles. William dut la maîtriser physiquement. Cette jeune fille de 16 ans, élevée dans le luxe, était réduite à un animal fou de soif. Dehors, l'atmosphère était étrange. Les esclaves ne savaient quoi ressentir. Certains craignaient d'être vendus si les maîtres mouraient. D'autres y voyaient une justice divine. Marcus, lui, ne ressentait rien. Son plan avait fonctionné au-delà de ses espérances, mais il n'éprouvait pas de joie, juste un vide froid. Un cavalier arriva avec des nouvelles commerciales urgentes. Wilson dut expliquer la situation incroyable. Le cavalier essaya de communiquer avec Nathaniel, mais celui-ci n'avait plus la force de répondre. Les affaires n'avaient plus d'importance. Rien n'importait hormis l'eau. En fin d'après-midi, Eleanor cessa simplement de respirer. Son corps épuisé abandonna. Nathaniel, assis à côté d'elle, ne remarqua même pas immédiatement. Il n'avait plus de larmes. 2 morts maintenant, 5 survivants qui ne passeraient probablement pas une autre nuit. Le 7e jour ressemblait au jugement dernier. Les 5 survivants gisaient, éparpillés, au seuil de la mort. Anne délirait continuellement. Margaret était dans le coma. William ne réagissait à rien. Nathaniel rampait quelques centimètres avant d'abandonner, épuisé. Wilson annonça aux esclaves que les maîtres allaient mourir dans les prochaines heures. Il fallait se préparer à ce qui suivrait. Les esclaves écoutèrent en silence. C'était surréel. Leurs oppresseurs mouraient, tués par des insectes que personne ne pouvait accuser.
Des planteurs voisins arrivèrent, attirés par les rumeurs. Ils se rassemblèrent à distance, observant la bâtisse vibrant sous des millions d'abeilles. Certains suggérèrent de brûler la maison, mais d'autres rappelèrent que ce serait du meurtre. Ils ne pouvaient franchir cette ligne. Dans un dernier éclair de lucidité, Nathaniel comprit. Ce n'était pas un accident. Un esclave avait fait ça délibérément. C'était une vengeance. Il se souvint de Jacob, du fouet, du sang. Mais il n'aurait jamais le temps de découvrir le coupable. Ses yeux se fermèrent une dernière fois. Nathaniel mourut dans la nuit de vendredi à samedi. William le suivit quelques heures plus tard. Margaret décéda samedi après-midi, sans reprendre conscience. Anne survécut jusqu'à dimanche à l'aube, délirante jusqu'à la fin. 5 morts. Une famille entière décimée en 7 jours. Le dimanche matin, Wilson prit la décision finale. Les hommes répandirent de l'huile autour de la maison depuis une distance sûre, puis lancèrent des flèches enflammées aux 4 coins. L'incendie fut spectaculaire, les flammes jaillissant vers le ciel. Les abeilles paniquées abandonnèrent leurs ruches et se dispersèrent. En quelques heures, il ne restait de la grande maison qu'un tas de cendres fumantes.